François Heureux. Notre invité neuro-endocrinologue à l'Uliège, Jacques Balthazar, résume dans son livre « Quand le cerveau devient masculin » aux éditions Humaine Science, les mécanismes de la différenciation sexuelle à l'usage du grand public. Alors, Jacques Balthazar, il y a une expérience fondatrice dans l'étude des différences sexuelles du cerveau. C'est une étude menée avec le chant des canaris. Oui. Alors, en fait, on a cru pendant très très longtemps que le cerveau des femmes et le cerveau des hommes étaient identiques. On a fait des dissections à partir de la Renaissance, c'était identique grosso modo, et idem chez les animaux. Et puis alors en 1976, Fernando Nottebohm, qui est un chercheur argentin travaillant à l'université Rockefeller à New York, s'est intéressé aux mécanismes nerveux qui contrôlent le chant des canaris, et il a, par toute une série de techniques anatomiques, identifié les structures du cerveau qui contrôlent ce chant, et il s'est rendu compte que ces structures étaient 3 fois plus volumineuses chez le canari mâle, qui chante abondamment, que chez le canari femelle, qui chante très très peu. Et par ailleurs, il étudiait aussi une autre espèce qui s'appelle le diamant mandarin, où là, la femelle ne chante pas du tout. Et là, il y avait une différence de 5 fois entre les deux sexes. Et donc, ça a révolutionné complètement l'idée des différences sexuelles. Les gens ont commencé à étudier ça chez le rat, chez la souris, chez des tas d'autres espèces de mammifères. Et chez l'homme, on a pris des banques de cerveaux humains qui existent, notamment à Amsterdam. Il y a un chercheur qui s'appelle Dick Swab, qui a une banque de cerveaux humains, plusieurs milliers de cerveaux, et il a remontré des différences de même type dans la structure du cerveau. C'est ça, donc visuellement, j'ai envie de dire, dans le cerveau masculin et dans le cerveau féminin, on voit des différences. Oui, si vous prenez une coupe de cerveau de canari, il faut que ça soit une coupe histologique, donc qu'on a faite pour préparer au microscope. Si vous la regardez à la lumière, vous voyez la différence à l'œil nu. Il n'y a pas besoin d'un microscope pour la voir. Xavier Van Bugenhout. Oui, ça c'est une découverte d'X-Wab dans les années 80. Et alors, pour rester dans ce type d'explication, dans notre cerveau homme-femme, il y a chaque noyau, groupe de neurones, reçoit des connexions d'une multitude d'autres neurones et va envoyer ces infos à d'autres parties du système nerveux. Et il apparaît que les connexions, c'est-à-dire les transmissions de l'info, ne sont pas de la même façon chez les hommes et chez les femmes. Ça aussi, c'est une... Oui, ça c'est beaucoup plus récent. Évidemment, c'est une découverte qui a été rendue possible par les techniques d'imagerie médicale qu'on a développées dans les 20-30 dernières années. Et en particulier, une technique qui permet d'approcher les connexions qui existent, d'avoir une idée des connexions qui existent. Et chez l'homme... majoritairement, de nouveau, ces connexions se font dans le sens antéro-postérieur, donc connectent les aires motrices aux aires sensibles, alors que chez les femmes, il y aurait beaucoup plus de connexions qui sont des connexions bilatérales, donc entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, ce qui rejoint un autre stéréotype d'ailleurs, qui est que les femmes pourraient faire du multitasking, donc des tâches différentes simultanément, plus facilement que les hommes, mais la connexion entre les deux est loin d'être établie. On essaie d'extrapoler ces données-là de façon aberrante parfois. D'accord, donc je vais vous demander qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette... En fait, relativement peu de choses. Il est possible qu'il y ait que la communication entre les deux hémisphères permette effectivement d'utiliser les deux parties du cerveau qui sont des parties qui font des choses différentes. La partie gauche s'occupe plus du langage, la partie droite plus du raisonnement, etc. Et on peut imaginer que les femmes sont donc mieux à même, dans une certaine mesure, d'utiliser ces deux parties de leur cerveau, que les hommes seraient plus focalisés sur un aspect. Mais c'est très difficile de tirer des relations précises entre quelque chose qu'on voit qui est différent dans le cerveau et une différence dans les comportements, particulièrement chez l'homme. Même chez l'oiseau, c'est difficile, même chez le canari, c'est difficile, chez l'homme, c'est très très difficile. Ouais. On a bien compris, vous démontrez donc qu'il y a des différences, et non des moindres, entre les hommes et les femmes, en étudiant le cerveau, entre les deux sexes. Est-ce que c'est compatible, Jacques Balthazar, avec une vision non genrée de la société, où les genres seraient abolis parce qu'on estime que c'est plus la question, que voilà. Quel est votre avis là-dessus? Parce qu'évidemment, vous menez une recherche biologique, mais qui a des implications sociétales quand même assez importantes. Alors moi je vous dis ce qu'il en est au niveau scientifique, au niveau biologique. Ce que ça a comme conséquence au niveau sociétal, c'est mon avis personnel, c'est pas de la science à ce moment-là. Mais mon avis personnel est que même si on faisait théoriquement l'expérience d'élever les enfants de façon non genrée, c'est-à-dire en les habillant tous avec des layettes de même couleur et en leur donnant des prénoms neutres et en utilisant des prénoms neutres, ce qui se fait maintenant dans certains pays scandinaves, je pense qu'à l'âge adulte, on se retrouvera tout de même avec des adultes qui montreront à la moyenne des différences. Elles seront peut-être atténuées par rapport à ce que nous vivons maintenant, mais elles seront toujours présentes. Quand le cerveau devient masculin, c'est le titre de votre livre, Jacques Balthazar. Vous restez avec nous, on va s'écouter une femme, Keren Anne, avec son titre Seul, et puis on vous retrouve juste derrière. À tout de suite. Quelques heures à peine depuis que j'ai quitté
dire ça ne m'intéresse pas. On sait qu'il suffit d'être seul. Le monde est grand quand on est vraiment seul. Je sais qu'il suffit d'être seul pour tuer le temps et ne plus être seul. Suffit d'être seul, mais pas vraiment seul. Faire son maître au paradis et revenir ici. Chaque jour est le même et ne se ressemble pas. Je cours après les taxis, je cours après ma vie. Si un roi me fait reine, je ne vivrai plus tout ça. On sait qu'il suffit d'être seul. Le monde est grand quand on est vraiment seul. Je sais qu'il suffit d'être seul pour tuer le temps et ne plus être seul. Suffit d'être seul. Mais pas vraiment seul. On sait qu'il suffit d'être seul. Le monde est grand quand on est vraiment seul. Je sais qu'il suffit d'être seul pour tuer le temps et ne plus être seul. Suffit d'être seul, mais pas vraiment seul. Seul, c'était Keren Anne dans Jour Première. Jour Première, François Heureux. Comment et pourquoi le cerveau des hommes n'est pas le même que celui des femmes? C'est ce que vous démontre le biologiste Jacques Balthazar de l'Uliège dans son livre « Quand le cerveau devient masculin ». Jacques Balthazar, j'imagine que vous avez suivi une affaire qui a fait pas mal parler d'elle dans l'actualité ces dernières semaines. C'est celle de Caster Semenya, athlète sud-africaine qui rafle tout sur 800 mètres, hyper androgène. Elle a un taux de testostérone donc très élevé pour une femme. Et le TAS, le tribunal arbitral du sport, a décidé qu'il fallait qu'elle suive un traitement pour faire baisser ce taux de testostérone si elle veut continuer à s'aligner dans des compétitions officielles. Ça vous semble juste cette décision Oui, enfin, je ne sais pas si c'est la bonne décision, mais il faut certainement qu'on prenne une décision. Il faut bien se rendre compte que le sexe d'une personne, c'est la suite de toute une chaîne d'événements. Il y a le sexe des chromosomes, qui va induire le sexe des gonades, donc des testicules ou des ovaires, qui va induire des hormones. Ces hormones vont avoir des effets organisationnels irréversibles pendant le début de la vie. Et puis après, il y a les hormones à l'âge adulte. Alors, si vous prenez évidemment un individu qui est de sexe masculin ou qui a une hyperandrogénie pour des raisons diverses et que vous le faites concourir dans des compétitions féminines, il va avoir un avantage évident. Donc il faut lui abaisser son taux de testostérone, et ça ne résout pas nécessairement tous les problèmes, parce que on a maintenant toute une série de cas de personnes qui sont des transgenres, donc des individus qui sont XY chromosomiquement, qui ont des testicules, qui se sont éventuellement fait enlever ces testicules à l'âge adulte parce qu'ils pensaient, et ils étaient convaincus, et c'est tout à fait légitime, être de sexe féminin. Et ces gens concourent maintenant dans les catégories féminines en sport et raflent des tas de médailles. Il y a notamment une joueuse de volley-ball brésilienne qui a joué pendant 3 ans comme homme dans le championnat brésilien, qui est un joueur tout à fait moyen. Elle a disparu 3 ans des championnats, elle a réapparu tout d'un coup dans le championnat sous un autre nom, et elle est la meilleure attaquante dans le volley de tout le championnat brésilien, du jour au lendemain, alors que c'est sa première saison, que c'est pas normal évidemment. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut
empêcher ces personnes de faire du sport? Est-ce qu'il faut créer une troisième catégorie comme certains l'ont proposé? Ça, la solution n'est pas évidente. Mais il faut certainement réglementer la situation parce que tous les records féminins sont en train d'être capturés par des individus qui ont ces particularités d'hypertestostéronémie. Xavier. Oui, on l'a pas encore dit depuis le début de cette interview, Jacques Balthazar, et vous l'expliquez au début de votre livre. Vous êtes d'abord intéressé aux oiseaux en particulier, hein, et vous êtes un grand spécialiste des hormones sexuelles chez les oiseaux, et notamment des canards et des cailles. Ouais. Comment l'étude de la sexualité, de la reproduction des oiseaux vous a mené à celle des hommes? Disons que j'ai été fasciné il y a maintenant 35 ou 40 ans par le fait qu'une seule injection d'une hormone dans un œuf d'oiseau pouvait complètement changer son sexe comportemental et le sexe de son cerveau. Et donc je me suis intéressé à la différenciation sexuelle des oiseaux et on a étudié les mécanismes sous-jacents et puis on a étudié les mêmes phénomènes chez les rongeurs et puis en lisant toute la littérature sur le sujet, j'en suis venu à me poser la question, est-ce que tout ceci a une influence chez l'homme, évidemment, parce que c'est une question qu'on pose toujours aux scientifiques, mais à quoi est-ce que ça sert tout ce que vous faites? Et donc c'est l'aspect translationnel de ma recherche, c'est de me dire, est-ce que tout ceci a un impact chez l'homme et est-ce que ça a un impact sur la société? Et la réponse est oui, bien entendu. Jacques Balthazar, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru chez Humaine Science, Quand le cerveau devient masculin. Vous êtes biologiste à l'ULiège. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, Xavier Huguenot. Et bonjour, Véronique Tiberghien. Oui. On a compris aujourd'hui que nous n'avions pas le même cerveau, vous et moi, et j'imagine que ça vous rassure. Non. Non? Non. Ah. Pourquoi je devrais être rassurée? Je n'étais pas forcément inquiète. Xavier Lay. Je lis toujours un petit peu d'inquiétude dans votre regard quand vous arrivez en studio. Mais c'est vous qui m'inquiétez. Oui, c'est ce que je dis. m'inquiète pour vous. Je m'inquiète pour vous. Oh non, vous ne devez pas. On va parler de l'expérience client aujourd'hui. Vous savez, c'est un grand concept à la mode. Quand vous ouvrez un magasin aujourd'hui, vous ne devez plus ouvrir juste un simple magasin de vêtements, par exemple. Vous devez privilégier le côté expérience client et donc créer un événement autour de la vente de ce vêtement. Ou bien tout simplement y ajouter quelque chose. Donc vous ne vendez pas simplement des livres dans une librairie, vous offrez aussi à manger, vous offrez des concerts et ce genre de choses. Les concept stores se sont multipliés et sont finalement relativement bien vus, bien cotés par les clients qui les fréquentent. Ils sont en augmentation aussi. On va donc en parler dans notre émission et aussi parler de ceux qui aident ces magasins. La première. L'esprit clair.